Rudyard Kipling a déclaré un jour « Le whisky n'est pas une boisson. Le whisky est une vision du monde. » 3 matières premières sont nécessaires à la fabrication du whisky, l'eau, le grain et la levure. Pour que le whisky développe son goût typique, d'autres composants entrent en jeu, comme le bois des fûts et la tourbe. En Écosse, chaque distillerie utilise sa propre eau, qui provient généralement d'une source proche. La teneur en minéraux et en tourbe, la dureté de l'eau ou les micro-organismes déterminent la qualité spécifique de l'eau. On suppose également que l'eau absorbe les notes florales de la bruyère, typique de l'Écosse, et les transmet au whisky. La matière première la plus importante pour le processus de fabrication est l'orge. Pour les single malt whisky, l'orge maltée est la principale source de goût. Le maïs, le seigle ou le blé sont également utilisés dans d'autres produits, comme le bourbon. Mais avant de pouvoir distiller un whisky à partir des grains dorés, il faut d'abord malter le grain. Le maltage du grain est l'une des étapes les plus importantes de la production de whisky. Il s'agit de faire germer le grain de manière contrôlée et de stopper la germination au bon moment. Selon une tradition ancestrale, l'orge est trempée dans l'eau dans de grandes cuves appelées stips. Pendant le trempage, l'eau est renouvelée 2 à 3 fois. Entre-temps, de l'oxygène est ajouté pendant quelques heures, ce qui permet au grain d'absorber l'eau plus rapidement. Cela dure de 1 à 3 jours et dépend de la taille du grain d'orge. Lorsque l'orge a une teneur en eau d'environ 45% après le trempage, elle est placée sur des sols prévus à cet effet, les malting floors. Selon la température, elle commence à germer entre 4 et 9 jours. Les hormones de croissance libérées dans les graines favorisent la production et la libération d'enzymes. Celles-ci détruisent l'enveloppe de la graine et accèdent ainsi à l'amidon, qui permet au grain de former des germes de racines et de feuilles. Les enzymes, alpha et bêta-amylase, sont nécessaires pour transformer ensuite l'amidon en sucre lors de l'empâtage. La germination génère beaucoup de chaleur, l'orge doit donc être refroidie. Pour ce faire, les malteurs utilisent des pelles et des râteaux de malt pour retourner régulièrement le grain. De cette manière, la chaleur produite lors de la germination est répartie. Lorsque le grain d'orge s'est ouvert et que le germe atteint environ les 3/4 de la longueur du grain, le processus de germination est interrompu. Les grains, que l'on appelle à ce stade le malt vert, sont étalés uniformément sur un fond de boyau et passent dans le four de séchage situé en dessous. Le touraillage permet de stopper la germination et d'éliminer les bactéries et les moisissures. Le goût de l'orge se transforme en notes de malt et en une certaine douceur. Si l'on ajoute de la tourbe au feu de séchage, le malt prend le goût fumé de la tourbe. La quantité de tourbe est calculée en parties par million de phénol. Le malt légèrement tourbé contient 2 à 10 parties par million de phénol, le malt fortement tourbé 50 à 60 parties par million de phénol. Après le touraillage, l'orge a une teneur en eau de 4 à 5%. Le toit en pagode traditionnel, généralement un signe distinctif typique et frappant des distilleries en Écosse, assure une alimentation en air optimale du four. Ce n'est qu'immédiatement avant l'empâtage que les grains d'orge maltés sont broyés en grains ou grist, afin de les briser et d'en extraire le sucre. Ils sont ensuite mélangés dans la cuve de brassage, le mash tun, avec de l'eau chauffée entre 62 et 65 degrés. Pendant ce temps, le mou est constamment brassé à l'aide d'un râteau rotatif. Les bêta-amylases sont alors activées et transforment l'amidon en différents sucres qui se dissolvent ensuite dans l'eau. Parmi ces sucres, on trouve le maltose, le glucose, le maltotriose et la dextrine. Les conditions dans lesquelles l'enzyme travaille influencent son activité. Pour réduire le temps de transformation, le brasseur veille à ce que les conditions dans le mou soient optimales. Après 30 minutes, le liquide est évacué et recueilli par le fond perforé de la cuve à mou. La bouillie de grains est mélangée une deuxième fois avec de l'eau un peu plus chaude, cette fois à 70 à 75 degrés Celsius.
Le liquide est à nouveau évacué et recueilli. Le mou est ensuite chauffé une troisième fois avec de l'eau à environ 80 degrés. Cependant, comme la teneur en sucre est beaucoup plus faible lors de la troisième fois que lors des passages précédents, elle n'est pas utilisée pour la fermentation suivante, mais pour le prochain brassage. Le liquide très riche en sucre est refroidi à une température de 16 à 20 degrés Celsius. Une fois refroidi, le mot obtenu est pompé dans la cuve de fermentation, appelée washback, où il est mélangé à de la levure. Les cellules de levure fermentent les sucres du mou en alcool et en dioxyde de carbone. L'ensemble du processus de fermentation dure jusqu'à 4 jours. Le wash, qui ressemble à de la bière, a une teneur en alcool de 8 à 11% et peut maintenant être distillé pour la première fois. Lors de la distillation, la wash est chauffée dans le premier alambic en cuivre, le wash still. Le cuivre est le matériau idéal, car il est un bon conducteur de chaleur et peut être facilement formé. De plus, il permet d'éliminer les composés sulfurés indésirables. L'alambic, également appelé pot still, se compose de 3 parties, la chaudière, le col de cygne ou bras de line, et enfin le refroidisseur. La taille et la forme de l'alambic ont une influence sur le goût du whisky. Les vapeurs d'alcool montent dans le col de l'alambic, car l'alcool s'évapore à une température plus basse que l'eau. L'eau reste en arrière. Dans l'échangeur de chaleur Shell and Tube, les vapeurs d'alcool se refroidissent et se liquéfient à nouveau. L'eau de vie brute ainsi obtenue, ou l'eau wine, a une teneur en alcool de 20 à 25%. Le processus de distillation est ensuite répété dans le deuxième alambic en cuivre, plus petit, le spirit still. Cela dure en général environ 8 heures. La distillation sépare l'alcool et la plupart des substances odorantes et gustatives de l'eau et les concentre. C'est là que l'on obtient de l'alcool à 65 à 70% du volume. L'eau de vie fine ainsi obtenue est séparée par le maître distillateur dans le spirit safe en la tête, le cœur de distillation, et la queue. Le début, connu sous le nom de tête, contient les résidus de la distillation précédente ainsi que le méthanol, un gaz toxique volatile. Le middle cut, ou le cœur de chauffe, passe par un compteur qui permet de déterminer la taxe sur l'eau de vie à payer ultérieurement. Dans la queue ou les fins, les huiles de fusel sont extraites, car elles ont un effet négatif sur le goût et peuvent même être nocives. L'eau de vie est ensuite transvasée dans le spirit recévé. Le new make est en partie mélangé à de l'eau et placé dans des fûts de chêne pour le stockage final. Après de nombreux essais et expériences, 2 types de bois se sont imposés pour le stockage et la maturation du whisky, le chêne blanc américain et le chêne européen. Mais entre-temps, on fabrique également des fûts de whisky en chêne japonais. Les années de maturation dans un fût de chêne peuvent être responsables de 60 à 80% du goût. Bien sûr, l'eau de vie brute, qui est encore très forte après la distillation, contient déjà des arômes grâce aux matières premières. Mais c'est le stockage qui donne au whisky son goût rond et unique. Selon la loi, le whisky écossais doit vieillir en fût pendant au moins 3 ans. Comme le bois respire, entre 1,5 et 2% de leur liquide s'évapore chaque année sous forme de ce que l'on appelle Angel's Share. Pour les types de whisky les plus foncés, on utilise principalement des fûts dans lesquels ont été stockés auparavant du sherry ou du porto. Pour les whiskys clairs, on utilise des fûts de bourbon américain usagés. Mais les fûts de rhum et de Barolo ont également leur influence sur le goût du whisky. Le bois du fût et son degré de combustion ne sont pas les seuls facteurs déterminants pour le développement d'arômes spécifiques, le climat et l'environnement jouent également un rôle. Les whiskys de l'île d'Aïla, par exemple, acquièrent un caractère tout à fait particulier grâce à l'air salé de la mer. Les fûts usagés sont régulièrement reconditionnés dans les tonnelleries,
de sorte que les fûts sont utilisés à plusieurs reprises et, pour certains, pendant des décennies. Il est naturel que le whisky provenant d'un fût de sherry utilisé pour la deuxième fois pour le stockage absorbe moins de goût de sherry que dans un fût frais. Grâce à ces nombreuses influences différentes, chaque fût produit au fil du temps un whisky individuel et unique. À la vôtre!